Mikhaïl Gorbatchev évoque une nouvelle approche envers les droits de l'homme devant les participants au Forum international sur les armes nucléaires auquel participait Andreï Sakharov. La Commission européenne propose un gel des prix agricoles pour l'année à venir et de nouvelles réformes pour limiter les excédents de matières grasses. Modification du projet de loi contre la toxicomanie, enquête Antenne 2 dans une famille d'accueil pour jeunes drogués volontaires. Aujourd'hui, lundi 16 février 1987, une nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. À Moscou, au Kremlin, le discours prononcé par le secrétaire général du Parti communiste soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, ce matin, en conclusion du Forum international pour un monde sans armes nucléaires, fut un événement médiatique et politique important, y compris en URSS. Devant 1 millier de personnes, dont plusieurs dizaines d'occidentaux, représentants scientifiques ou culturels comme Grégory Peck, Yoko Ono, Marina Vladi ou Costa Gavras, M. Gorbatchev a évoqué le désarmement, certes, mais aussi les droits de l'homme. Dans la salle du Kremlin, il y avait l'ancien exilé de Gorki, Andreï Sakharov. Commentaire Jean-Marc Idouz. Sous les hautes voûtes de l'immuable palais du Kremlin, pas de proposition surprise en matière de désarmement dans les propos du secrétaire général du Parti communiste soviétique. Plutôt un rappel des objectifs connus de M. Gorbatchev. Interdiction des armes nucléaires dans l'espace, réduction des arsenaux et, pourquoi pas, suppression des armes atomiques d'ici l'an 2000. Un mot aussi pour déplorer la reprise des essais nucléaires américains, contester l'interprétation de Washington sur les systèmes antibalistiques et rappeler bien sûr qu'il y a en matière d'Afghanistan à négocier. Mais décidément aujourd'hui le spectacle était dans la salle et non loin de ces doctes représentants de l'église orthodoxe ou d'un Marcello Mastroianni attentif derrière ses lunettes noires, l'incontestable vedette d'aujourd'hui était bien Andreï Sakharov. L'ancien proscrit de Gorki apparaissait ici pour la première fois devant les téléspectateurs soviétiques. Andreï Sakharov, qui en dépit de quelques réserves en matière de droits de l'homme, paraît de plus en plus soutenir la politique d'ouverture du numéro 1 soviétique. Une nouvelle approche, a dit M. Gorbatchev, qui ne résulte pas de pressions occidentales, mais d'une nouvelle pensée politique en URSS. Fin de citation. Oui, Georges Bortoli, on attendait un discours de M. Gorbatchev sur le désarmement, la paix, les armes nucléaires, mais en fait la surprise bien, est venue des droits de l'homme. C'est une vraie surprise, parce que ce forum s'appelait, on vous l'a dit, Forum pour un monde sans armes nucléaires. Donc on attendait effectivement une nouvelle initiative, il en a été très prodigue, de M. Gorbatchev dans un domaine où il est en général particulièrement inventif. Et il n'y a rien de lui de semblable. En revanche, il y a eu cette petite phrase sur la nouvelle approche en matière des droits de l'homme. Et alors là, il faut vous souvenir que ce discours était retransmis en direct à la télévision soviétique. Et que les téléspectateurs soviétiques ont donc entendu en direct leur secrétaire général leur parler d'une nouvelle pensée politique, ce qui est assez audacieux en URSS, car dans ce pays, il n'y a pas en général de nouvelle pensée politique, car on n'aime pas beaucoup les rénovateurs. Il y a simplement une interprétation correcte ou incorrecte de la pensée de Lénine, après c'est tout. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu Andreï Sakharov apparaître à la télévision soviétique. Oui, ça c'est un vrai scoop. Alors c'est la nouveauté absolue, parce que la télévision soviétique a, je crois bien, jamais montré Sakharov. Pas, bien sûr, depuis la fin des années 60, puisqu'il était passé à la dissidence. Pas non plus avant, je pense, parce que ses travaux étaient strictement couverts par le secret militaire, donc on n'en parlait pas, ni de lui non plus. Alors, cette phrase sur la nouvelle pensée politique. Et puis cette façon de montrer le visage de Sakharov, un visage que quand même, je pense, quelques spectateurs mieux informés ont tout de même reconnu, ça ressemble un petit peu à un engagement de M. Gorbatchev vis-à-vis de ses concitoyens, et ça ressemble en tout cas beaucoup à un tournant dans la démarche politique du secrétaire général. Le dissident juif Yossif Begoun est officiellement libre depuis l'annonce faite hier par l'un des conseillers de Mikhaïl Gorbatchev, mais sa famille est sans nouvelles pour l'instant. La famille du dissident a fait savoir ce soir à la chaîne de télévision américaine CBS qu'elle était sans nouvelles. Son fils Boris Begoun a téléphoné au département de l'administration pénitentiaire qui lui a répondu que son père était toujours emprisonné à Tchistopol, donc pas de nouvelles de Yossif Begoun, le dissident juif, dont la libération avait été annoncée hier en direct à la télévision américaine. Si vous me permettez encore un mot, c'est tout de même un peu surprenant qu'un proche, vraiment un proche de M. Gorbatchev ait annoncé ça. Il a dit, il est libre.
Et c'est assez surprenant de voir que les instances policières mettent un tel manque d'enthousiasme à concrétiser cette libération. Alors il faut aussi noter que plusieurs dizaines de dissidents ont été libérés ces dernières semaines, mais il reste de nombreux refusniks, c'est-à-dire des personnes qui demandent à émigrer en Israël, emprisonnés. Martina Rojoubert rappelle, autant qu'il est possible de le faire, la liste de ceux qui sont toujours victimes de la répression. Toute l'ambiguïté de l'image offerte aux médias occidentaux par l'Union soviétique. Le 23 décembre 1986, Andrei Sakharov revient à Moscou après l'exil intérieur à Gorki. Au même moment, nous rencontrons nous-mêmes à Moscou et à Leningrad des juifs soviétiques, refusniks, des anonymes, qui depuis 10 ans réclament en vain leur visa de sortie. Encore l'ambiguïté avec les manifestations de refusniks la semaine dernière à Moscou qui réclament la libération de Yossif Begun. C'est la première fois qu'une manifestation se prolonge plus de 30 secondes en Union soviétique. Ça ne durera pas. 3 jours après, le KGB s'en mêle, intervention musclée et dispersion, puis à nouveau, effet de surprise hier, Yossif Begun aurait été libéré. Aujourd'hui, à Moscou, Forum pour la paix. Parterre de stars hollywoodiennes, ici Grégory Peck, à faire pâlir d'envie le président des États-Unis. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Les détenus politiques en URSS, il y en a toujours, et beaucoup. D'après le témoignage d'Alexandre Ginsburg, qui lui-même a passé 9 ans et demi au goulag. Nous avons compté. Les autorités soviétiques déclarent avoir libéré 140 personnes. Nous en avons identifié 45 seulement, et la plupart étaient en fin de peine. La grande masse des détenus politiques n'a toujours pas été libérée. Pas un seul détenu des prisons psychiatriques ou des groupes de surveillance des accords d'Helsinki. La seule différence avec les libérations d'autrefois, à l'époque Khrouchtchev notamment, c'est que les autorités soviétiques ont très bien appris à se servir des médias occidentaux. Oui, cependant, il est toujours difficile d'obtenir des visas pour effectuer des reportages. Cela n'en donne que plus de poids à ce que vous pourrez voir ce soir sur Antenne 2 à 22h15 dans la série documentaire Mégalopole. Un reportage réalisé par Jean-Marie Pertuis qui montre la vie quotidienne des habitants de Moscou. Je vous en propose maintenant un extrait. Il concerne des jeunes interrogés dans le métro. Cela illustre encore mieux, je crois, l'évolution difficile de la société soviétique. On peut acheter à Moscou des vêtements à la mode, des disques. Bon, bien sûr. Mais pas du tout. Les vêtements que vous portez, là, vous, sur vous, là, les vêtements, ouais. On ne peut pas se les acheter. Pourquoi? Parce que c'est trop cher? C'est pas le problème. Il n'y en a pas en magasin. Ceux que nous portons là sur nous, on les a pas achetés dans un magasin. Alors vous les avez trouvés où? Tout ça, ça s'obtient seulement grâce à nos relations. Grâce à vous, quand vous nous les vendez. Oui, grâce à vous. Si vous nous vendez vos habits, on peut vous les acheter. Laissez-nous discuter. Dispersez-vous. Allez plus vite que ça. Dispersez-vous. Je sais qu'après la diffusion de votre émission, je peux être privé de mon travail, de la possibilité de me rendre à l'étranger. On peut aussi m'interner en asile psychiatrique. On peut me créer tout un tas de problèmes. Et puis il faut que vous sachiez que chez nous, même la religion est considérée comme une anomalie psychique. Quoi qu'il en soit, j'accepte de passer dans votre reportage. Mais je tiens à préciser que je ne suis pas un dissident. J'aime ma patrie, ma ville natale, mon Moscou. Reportage complet ce soir sur Antenne 2 à partir de 22h dans Mégalopole. Première journée à Jérusalem du procès de John Demjanjuk, accusé d'être le gardien bourreau du camp de Treblinka, celui que l'on surnommait Ivan le Terrible. Mais John Demjanjuk conteste très fermement être le tortionnaire nazi. Il y a doute sur l'identité réelle de l'accusé qui a feint la bonne humeur dès son arrivée dans la salle d'audience, spécialement préparée par les autorités judiciaires israéliennes. Reportage à Jérusalem pour Antenne 2, Charles Anderlin. John Demjanjuk a commencé la journée de bonne humeur.
beaucoup de journalistes et des avocats qui lui ont promis de tout faire pour qu'il soit acquitté. Mais son défenseur, l'Américain Mark O'Connor, a enregistré un premier échec. La Cour a rejeté ses arguments et s'est déclarée compétente pour le juger. L'avocat a alors annoncé « Nous ne démentons aucun des faits imputés à Ivan le Terrible, simplement, a-t-il dit, mon client n'est pas le boucher de Treblinka ». Tout dépendra donc de l'identification formelle de l'accusé lors d'une prochaine audience. Après ces débats préliminaires, le procès est entré dans le vif du sujet avec la lecture de l'acte d'accusation. John Demjanjuk a lui-même assassiné des centaines de milliers de juifs, a dit le procureur, en soulignant que des dizaines d'années après l'Holocauste, le peuple juif juge un assassin nazi. Toute chose qui n'ébranle pas la conviction de John Jr., le fils de Demjanjuk. Mon père est innocent, j'ai confiance dans la justice israélienne. Après ce procès, je pourrai enfin le ramener à la maison aux États-Unis. Mais le public a commencé à réagir. Un ancien résistant originaire de Pologne a interpellé les Demjanjuk avant d'être victime d'un malaise. Ce soir, John Demjanjuk ne souriait plus. Deux anciens ministres ouest-allemands de l'économie, des libéraux, Otto Lambsdorff et Hans Friedrich, ont été condamnés à des amendes pour fraude fiscale dans le cadre de ce que l'on a appelé le scandale Flick, un scandale qui concernait des dons illégaux aux partis politiques en Allemagne de l'Ouest. Bombardement de l'aviation libyenne hier après-midi au Tchad sur la base de Kouba Oulanga, base située à 40 km au sud du 16e parallèle. L'aviation libyenne a utilisé un bombardier lourd Tupolev, il ne semble pas qu'il y ait de victimes. A noter à propos du Tchad la visite effectuée hier par le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ibrahimi, à N'Djamena. Grève quasi générale en Grèce aujourd'hui dans les secteurs publics et privés pour protester contre la politique salariale et fiscale du gouvernement d'Athènes. Les hôpitaux, les écoles et les banques sont notamment paralysés par le mouvement de protestation. Cet après-midi à Paris, premières auditions des postulants à la reprise de la 5e chaîne. Ils se retrouvaient au siège de la Commission nationale de la communication et des libertés, la CNCL. Il y avait ainsi au coude à coude le patron du Figaro, Robert Hersant, et celui qui obtint du gouvernement socialiste de la 5e chaîne, Silvio Berlusconi. Pour la première fois, à Gaël Monlahuc, ils se sont expliqués rapidement sur les raisons de cette association. Nous sommes un ensemble d'associés, nous avons le désir de travailler en commun et nous avons le désir de faire quelque chose qui plaise aux Français. Une bonne télévision qui plaise aux Français. Et que répondez-vous à vos détracteurs, les socialistes notamment, qui dénoncent votre présence dans ce tour de table? Je crois vraiment que ça, c'est un combat d'arrière-garde entièrement périmé et qui n'a plus de signification aujourd'hui, n'est-ce pas? La démonstration en tout cas a été faite que la 5e chaîne, dans son tour de table actuel, n'est pas une revanche, elle est une continuation. Et vous voulez apporter des garanties quant au pluralisme de l'information, par exemple? Absolument. Lesquelles? Mais le fait même que ce tour de table soit pluraliste prouve assez notre désir de l'être. Monsieur Berlusconi, pourquoi vous êtes-vous associé à Monsieur Hersant? Parce que d'abord, il est tellement sympathique qu'on ne peut pas faire différemment. Non. Je me suis associé avec M. Hersant parce que je considère qu'il y a une possibilité réelle de faire ensemble une belle télévision. Vous avez choisi la meilleure chance de conserver votre chaîne? J'ai choisi la chance de faire une télévision professionnelle, une télévision bien française, une télévision qui peut gagner le pari de l'audience. Le gouvernement maintient son calendrier d'augmentation des rémunérations des fonctionnaires, plus 1,7% en 87. C'était la proposition initiale du ministre, Hervé de Charette, mais aucune des 7 organisations syndicales n'était à l'origine d'accord. La Commission européenne vient de proposer à Bruxelles le gel des prix agricoles pour la campagne 87-88. Ce sont des propositions qui seront ensuite discutées par les ministres de l'Agriculture des 12 États membres de la Communauté économique européenne. En voici le détail avec Maryse Manot. Premier volet, celui des prix. Pour la 3e année consécutive, la Commission européenne propose un gel des prix agricoles et même une baisse pour certains produits. Moins 2,5 pour le maïs, par exemple, en dépit des concessions récentes faites aux États-Unis. En France, pourtant, les prix agricoles devraient augmenter si, comme prévu, les 12 suppriment les montants compensatoires monétaires au 1er avril. Chose promise, chose due, cela se traduirait par une hausse de 3,2% pour les œufs et la volaille, 1,5% pour la viande bovine et porcine et 4,8% pour les céréales. Deuxième volet, les mesures d'accompagnement.
Cette année, elle vise d'abord les céréales. Comme elle l'a fait pour le lait et la viande, la Commission veut limiter ses frais de gestion pour ce secteur. Elle propose de réduire l'intervention à 4 mois dans l'année et veut supprimer les indemnités de stockage. Ces mesures prétendent réduire les stocks évalués à 16 millions de tonnes. Le sucre est aussi dans le collimateur avec l'introduction d'une nouvelle taxe pour financer la gestion du marché. Au total, beaucoup de mesures draconiennes, adoucies par la volonté de supprimer définitivement les MCM à l'horizon 92, une date butoir qui est celle de la naissance du marché unique en Europe. Pas de conciliation chez Talbot après le licenciement d'un ouvrier coupable d'avoir introduit dans l'enceinte de l'usine de Poissy une bouteille d'apéritif. L'audience du procès a été fixée au 6 avril. À Londres, à la Chambre des Lords, on présentait ce lundi le projet de ratification du traité franco-britannique sur le tunnel sous la Manche. Ce projet a déjà été approuvé par la Chambre des communes. Mais ce matin, des signes inquiétants pour l'avenir du tunnel ont été perçus. De nouveau, des pétitions contre cette liaison sous la Manche et puis des démissions. Commentaire Jean-Pierre Métivet. Un an presque jour pour jour après la signature du traité franco-anglais, le tunnel sous la Manche est-il remis en cause? La nouvelle alerte aujourd'hui vient bien sûr du côté anglais, non pas de Madame Thatcher, mais des propres dirigeants britanniques de la société qui doit construire le tunnel. Son président annonce qu'il cherche un successeur et un administrateur vient de démissionner. Cela fait un peu désordre bien sûr et dans les milieux financiers, on parle même de crise de confiance. Fâcheux car Eurotunnel doit emprunter 40 milliards de francs avant juillet prochain pour ficeler son projet. Or à l'automne dernier, il avait déjà eu du mal à trouver 2 milliards de francs. Pourtant, du côté français, on ne s'inquiète pas, une simple crise passagère, dit-on. En ce qui concerne Eurotunnel, le projet ne s'est en fait jamais aussi bien porté, parce que d'une part, toutes les révisions que nous avons faites sur les hypothèses du projet montrent qu'il est encore plus solide que nous ne pensions, et d'autre part, nous avons mis en place une équipe très forte pour réaliser l'ouvrage. Ça n'est pas sur la démission de 2 administrateurs qu'un projet de cette nature peut être remis en question. Je dirais au contraire que je suis persuadé quant à moi qu'à l'issue de ce que vous appelez une crise, et qui d'une certaine manière en est une, le projet sortira nettement renforcé. C'est vendredi qu'on connaîtra le nouveau président britannique de Eurotunnel. Mais il reste un autre obstacle. Les lobbies anti-tunnel qui exploitent la crise actuelle et espèrent toujours faire échouer le projet. Confrontation le 4 mars prochain au Palais de justice de Paris. D'un côté Yves Chalier, principal inculpé dans l'affaire du Carrefour du Développement, et de l'autre côté Christian Nucci, ancien ministre de la Coopération. Christian Nucci est partie civile. Yves Chalier était, je le rappelle, son chef de cabinet. Le projet de loi de lutte contre la toxicomanie ne devrait pas contenir des mesures d'internement des drogués. Monsieur Chalandon, ministre de la Justice, affirme que son texte n'est pas renvoyé aux calendes grecques, mais que pour tous les projets de société, il ne faut pas aller vite, il faut ouvrir un débat et une vaste concertation. Alors pour alimenter celle-ci, je vous propose donc ce soir, avec Françoise Champet et Georges Janssen, un reportage effectué en Ardèche. C'est l'exemple de ce que l'on nomme les méthodes douces de lutte contre la toxicomanie. Les jeunes sont volontaires, ils choisissent de vivre dans une famille d'accueil, il y en a une centaine en France, en voici une en Ardèche. Loin de la galère, loin de la ville, un petit village de l'Ardèche. Ils sont 4 à être venus jusqu'ici, 4 jeunes, anciens toxicomanes, venus de leur plein gré pour rompre avec la drogue. Ils ont passé un contrat avec leur famille d'accueil. Les termes du contrat, tourner le dos à l'héroïne, mais surtout préparer l'avenir et choisir une formation professionnelle en vue d'une réinsertion définitive. En même temps, ils coupent avec leur milieu qu'ils ont connu avant. Et 1 an suffit pour les reconstruire de l'intérieur et pour retourner éventuellement dans ce milieu travailler sans qu'ils replongent. Ils viendront de toute façon avec un projet ou avec quelque chose. Bon, s'ils viennent aussi, c'est qu'ils ont envie de s'arrêter et bon, de recommencer quelque chose de valable. Alors, bon, on serait là un peu pour leur donner un coup de pouce dans la direction qu'ils ont choisie. Pour ce coup de pouce, Michel et Geneviève Balzer perçoivent en moyenne 150 francs par jour et par pensionnaire. Leur rôle, les aider à surmonter les épreuves du sevrage. Tout seul, on n'y arrive pas, c'est pas possible. On a essayé déjà tout seul, mais ça marche pas. T'avais essayé avant? Ah ouais, plusieurs fois. Mais... Et alors, qu'est-ce qui manquait à chaque fois? Ben, un entourage, une structure, quoi, des choses comme ça.
Et bon, de changer de pays ou de ville, quoi, d'être ailleurs, ça fait beaucoup aussi. Sinon. La rupture. Ouais, la rupture. Ah, il faut ça, ouais. Christophe, lui aussi, avait essayé de s'en sortir tout seul. Et puis un jour, il y a 2 ans, il a touché le fond du gouffre. La drogue avait pris le dessus. Alors il a voulu en finir une fois pour toutes. Je me suis tiré une balle dans la tête parce que, bon, j'avais un besoin affectif et puis il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Vraiment, c'était vraiment trop dur. Bon, moi, j'en ressors comme ça, quoi, miracle. Bon, eh bien, il me faut du temps et ici, bon, j'ai le temps de... Je sais que je vais guérir parce que, bon, au début, je vous le dis, j'étais aveugle. Bon, maintenant, j'écris, bon, difficilement, puisque ça me demande quand même beaucoup de concentration. Bon, attends. Pour Gilles, la réinsertion passe par l'apprentissage d'un nouveau métier. Toxicomane à l'héroïne pendant plusieurs années, Gilles est arrivé de Paris il y a 3 mois. Il a eu la chance de trouver un carrossier, restaurateur de vieilles voitures, qui a accepté de lui apprendre le métier. Eh bien, je crois que de conneries, ça arrive à tout le monde. Et puis, tout le monde, il faut qu'il ait une petite chance dans sa vie de recommencer. Et surtout, s'il aime ce métier-là, je crois que c'est un truc bien pour lui. C'est sûr que j'avais des problèmes en moi, mais j'en étais pas convaincu, quoi. On me disait, ouais, tous les drogués, quoi, ils ont des problèmes et tout. Alors moi, pour moi, tout ça, c'était de la connerie, quoi. Moi, je me droguais parce que je me droguais, un point, c'est tout. Mais une fois que tu as l'esprit un peu plus clair, tu vois, tu te rends compte de tous les problèmes que tu as affrontés. Bon, problème avec la famille, tous les problèmes des jeunes, quoi, l'adolescence et tout. Maintenant, tu as envie de grandir. Ouais. Ouais, j'ai envie de grandir. D'être un homme, quoi, comme on dit. Deux mois après le tournage de ce reportage, Gilles, Christophe et Stéphane n'ont pas flanché. 2 d'entre eux ont déjà trouvé un emploi. Reportage François Champet et Georges Janssen. Sport, les championnats du monde de tennis de table se déroulent cette semaine à New Delhi. L'équipe de France féminine participe à ces championnats, mais l'une des équipières françaises est une chinoise, mademoiselle Zhang Xiaoming, pardonnez-moi l'accent. Elle vit en France depuis 5 ans, le règlement l'autorise à jouer pour la France. Voyez le reportage de Pierre Fula. Tout dépendra de la blessure au mollet de la championne de France Brigitte Thiriet qui pourrait céder sa place en cas d'aggravation à New Delhi. Dans la mesure où je suis rétablie, je pense que je jouerai, donc ça ne changera pas. Si elle joue, de toute façon, ça permettra à l'équipe d'avoir une bonne chance d'une place correcte au championnat du monde. Elle est bonne, cette chinoise? Elle est bonne, puisque la preuve, c'est qu'elle a fait la finale des derniers individuels au championnat de France et qu'elle a terminé en finale, puisque j'ai dû abandonner sur elle à la belle. Quoi qu'il arrive au championnat du monde, mademoiselle Wang Xiaoming a demandé la nationalité française. Elle deviendra demain joueuse à part entière. J'ai 24 ans cette année et je suis étudiante à Alliance française pour apprendre le français. Vous parlez bien? Oh, ça va, c'est comme ça. J'étais numéro 15 en Chine. 15e chinoise. Ouais. Mais vous aviez 17 ans à l'époque. Oui, quand j'avais 17 ans. Oui. Alors qu'est-ce que ça va vous faire comme effet de jouer dans l'équipe de France face à la Chine, par exemple? Oh, ça c'est un peu rigolo. Parce que quand j'étais en Chine, je jouais avec les filles. Souvent, on jouait ensemble. C'était mes copines. Et vous avez trouvé des copines dans l'équipe de France? Oui. Voilà, elles m'ont lancé les balles. Spectacle au Théâtre Mogador à partir de mercredi. Jérôme Savary propose la comédie musicale Cabaret, avec un K. Comédie musicale américaine à l'origine, on se souvient de Liza Minnelli dans le film. Au théâtre, ce sera Ute Lampert, une Allemande. Et comme tout ce que fait Jérôme Savary, c'est très original. Reportage Nicole Cornu-Langlois, Pierre Le Petit. Bienvenue, welcome in Cabaret, oh Cabaret, tout Cabaret. Le voici, ce cabaret célèbre où l'on s'amuse et l'on danse sans comprendre la marche de l'histoire. Le Kit Kat Club, avec sa meneuse de revue, interprétée par une Allemande, Ute Lampert.
Je ne suis pas là seulement pour divertir, je suis là pour émouvoir et aussi éventuellement pour faire réfléchir. Faire réfléchir, pourquoi? Parce que Cabaret ne raconte pas la guerre, mais on nous raconte la montée du nazisme. C'est les années 30, avant la guerre. Et c'est en ça aussi que la comédie musicale est très actuelle, parce que à travers cette montée du nazisme, qui au départ était un petit parti mal structuré, on raconte l'histoire de la montée de l'intolérance. Et l'intolérance, je suis désolé d'avoir à le dire, mais c'est quelque chose qui nous est encore très présent en France et en Europe. Cabaret, c'est aussi deux histoires d'amour, la logeuse et l'épicier juif, et puis l'américain lucide avec sa danseuse qui se dit apolitique. Un mélodrame et la magie rare d'une comédie musicale réussie. Tant mieux pour ceux qui sont en vacances, il y a de la neige et encore de la neige. Laurent Boussier. Oui, absolument, et c'est la rechute. Alors on va regarder les images prises cet après-midi par les différentes stations FR3, un petit peu partout dans le nord et dans l'est du pays. C'est la rechute de neige, puisqu'aujourd'hui toutes les régions du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, de la Lorraine, du bassin parisien et de la Haute-Normandie étaient recouvertes d'un manteau blanc et d'un ciel gris et bas. 10 cm de neige par-ci, 5 cm par-là, rien de comparable évidemment avec la vague de froid du mois de janvier, mais disons simplement que l'hiver se rappelle à nous. Aucun drame pour le moment, le réseau routier est complètement dégagé, même si l'on peut craindre quelques risques de verglas cette nuit dans l'est et dans le nord-est. Voilà pour les images. Alors maintenant, on va regarder l'image satellite, aux mêmes causes, les mêmes effets. On aura donc demain à peu près le même temps qu'aujourd'hui, avec une dépression sur l'Italie, une dépression qui entraîne ces perturbations. Alors elles étaient aujourd'hui sur le nord et sur le nord-est du pays. Elles resteront demain sur le nord et sur le nord-est. C'est la raison pour laquelle sur la carte du temps prévue, eh bien, il y a toute une zone où les nuages sont noirs et où il y a des symboles de neige. Sur toute une petite moitié est, du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la région Rhône-Alpes et à l'Alsace et à la Lorraine, un ciel couvert, gris, pâle, bas, avec quelques chutes de neige qui s'éloigneront un petit peu vers l'est dans la journée. Plus à l'ouest, un temps plus variable, quelques chutes de neige encore sur le Cotentin et sur la Picardie, un temps variable sur le centre et sur le Massif central, du Mistral, de la Tramontane et du soleil sur la Côte d'Azur et sur la Provence, sur la Corse, sur le Languedoc-Roussillon, peut-être quand même quelques averses sur la Côte d'Azur. Enfin, sur la Bretagne et sur la Normandie, un temps relativement beau, j'en aurais terminé quand je vous aurais dit que sur le Pays Basque, il risque d'y avoir des nuages et là aussi quelques chutes de neige. Les températures, elles sont en baisse, elles resteront négatives demain toute la journée sur le quart nord-est, -1 à Strasbourg, 0 à Mulhouse, à Nancy et à Reims, 1 degré à Paris, 5 degrés à Brest pour la moitié nord et de 2-3 degrés sur le Massif central jusqu'à 10-12 degrés près de la Méditerranée avec 14 degrés en Corse. Là, ça ne bouge pas. Demain sera le mardi 17 février. Le soleil se lèvera à 7h58, se couchera à 18h12. 3 minutes de soleil en plus pour ceux qui auront la chance de le voir évidemment. Et nous fêterons les Alexis. Merci Laurent. Pour le dernier journal de la rédaction Antenne 2, c'est Philippe Arroir qui vous donne rendez-vous à 23h. À demain 20h. Bonsoir. Merci.